Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Chrysoline, comment vas-tu? Bonjour Audrey, je vais bien et toi? Ça va super, merci beaucoup. Donc, chez e-commerce nation, on est ravis de pouvoir t'accueillir sur ce podcast. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter et nous retracer ton parcours professionnel? Avec plaisir, donc je suis Chrysoline de Gâtine, j'ai 35 ans je pense, ouais c'est ça, j'ai 35 ans. Je suis la maman de 2 enfants et j'habite à Paris et je suis lilloise d'origine. Et c'est important de le préciser parce que Lille c'est vraiment ma ville de cœur. Et donc j'ai cofondé Balzac Paris avec Charles et Victorien, mes deux associés. On a créé Balzac Paris en 2011. À l'origine, on faisait des nœuds papillons fabriqués en France sur mesure. Et c'est en 2014 qu'on s'est lancé à plein temps dans l'aventure Balzac pour faire de Balzac Paris une marque exclusivement féminine, distribuée en ligne avec une dynamique responsable très forte. Et avant mon expérience, mon aventure chez Balzac Paris, j'étais community manager au groupe Marie-Claire sur deux supports que sont le Marie-Claire Maison.com et le marieclaireidée.com. Ok, super. Donc là, tu viens de nous dire que à la base, Balzac, c'était des nœuds papillons que vous avez créés en 2011. Donc, pourquoi les nœuds papillons? Il y avait un besoin précis à cette époque sur ce marché? Écoute, c'était un produit qui revenait au goût du jour en 2011 et en fait, pour tout avouer, on était avec Charles et Victorien, donc mes deux associés chez Charles, et on regardait la télé et on avait vu une jeune fille qui faisait des nœuds papillons sur mesure et elle semblait avoir son petit succès. Et comme on avait envie de monter notre boîte à côté de nos jobs respectifs, on s'est dit, allez, on se lance dans l'aventure du nœud pape. Clémentine, qui est ma sœur, pourra nous coudre les nœuds papillons, nous réaliser un patron. Et donc, il y aura une dynamique française avec un produit fabriqué en France très forte, ce qui nous plaisait bien évidemment. Et en fait, on a eu notre petit succès. Comme nos nœuds papes étaient sur mesure, que c'était en particulier des mariés, enfin, c'était bien souvent des futurs mariés qui venaient nous les acheter. Ils pouvaient associer le tissu de leur nœud pape au tissu de leur cortège ou alors à leur décoration. Donc, on était déjà dans une nouvelle manière de consommer. Ce qui est super intéressant, c'est que les gens avaient déjà, entre guillemets, leur mot à dire et envie de participer au processus créatif. Et en fait, ça nous a vraiment mis la puce à l'oreille pour la suite parce que ça nous a permis de donner le ton pour l'aventure Balzac en 2014 où on s'est vraiment dit qu'il fallait qu'on place la cliente au cœur de nos actions. Et c'est cette aventure du nœud pape où on a vraiment été rencontrer nos clientes, où elles sont venues nous rencontrer nous pour choisir leur tissu, etc., que ça nous a donné vraiment ce ressenti qu'aujourd'hui, le client avait envie de participer à ses achats de manière plus active que c'était le cas avant. Mhm. Oui, c'est vrai, parce que ouais, 2011, pour avoir la personnalisation comme ça, c'est vrai que c'était assez tôt et d'être déjà centré consommateur, c'était un peu innovant, on va dire. Voilà, tout à fait. Et du coup, donc ça, 2011, donc pendant 3 ans, NEPAP. 2014, vous décidez de prendre un peu un virage. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher le concept actuellement de Balzac Paris en quelques mots? Bien sûr. Alors, on prend un virage en 2014, on lance ce qu'on appelle les sweatshirts littéraires, que vous avez vu peut-être récemment revenir sur la toile. Donc, c'est des sweats qui mettaient en avant des couples d'auteurs célèbres tels que Honoré et Frances, Jean-Paul et Simone, Alfred et Georges. Et donc, ce qui est intéressant pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que plus qu'un sweatshirt, c'était vraiment une histoire que la cliente achetait. Elle achetait un livre dont elle était fan, un auteur qu'elle aimait particulièrement. Et donc, il y avait déjà un sentiment fort d'appartenance à la marque, mais aussi aux vêtements, avec une notion d'affect assez développée. Et ça, pareil, ça nous a donné le ton pour la suite, parce que quand on s'est dit, on va faire des collections capsules en édition limitée qui reviendront tous les mois, avec une dynamique responsable très forte, il fallait aussi qu'on arrive à recréer cet affect que la cliente avait eu pour nos souhaits, pour nos nouvelles créations. Et donc, ça passe par un imprimé, ça passe par une forme qui peut lui faire penser à des formes qu'elle a eues pendant son enfance. Enfin, il y a plein de codes comme ça, très,
affectifs qui peuvent créer une relation un peu atypique aux vêtements. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui dans notre manière de créer nos vêtements chez Balzac Paris. Donc voilà, aujourd'hui, on est parti du sweatshirt avec cette idée de faire un sweat qui raconte une histoire. Et aujourd'hui, chez Balzac, on crée des collections exclusives qui sont en édition limitée, qui reviennent tous les mois. Mais ces collections, elles ont pour particularité de vraiment raconter une histoire, de plonger la consommatrice dans un univers qui va faire écho à des sensations, à des sentiments, lui rappeler des choses. Et donc, on travaille vraiment tout un imaginaire autour de nos collections. Ça, c'est vraiment une particularité qu'on a chez Balzac. Et en plus de ces collections donc, qui reviennent tous les mois dont je viens de vous parler, vous avez ce qu'on appelle les collections intemporelles qui, elles, sont des succès chez Balzac Paris que nos clientes connaissent depuis longtemps. La chemise à la coupe parfaite, la basket Honoré en léopard qu'elles adorent depuis toujours. Et donc ça, c'est des pièces qui sont continuellement en ligne et que les filles peuvent acquérir au fil des mois. Ok, donc il y a des collections un peu intemporelles. Voilà, exactement. Et puis d'autres qui sont que tous les mois. Plus Et du coup, saisonnières. s'il y a une collection qui sort, par exemple, qui est sortie là en septembre, Ouais. il y a une nouvelle collection qui sort en octobre, mais celle de septembre, elle reviendra jamais? Alors, ça dépend. Celle de septembre, elle sera toujours, elle va cohabiter avec celle d'octobre, qui va cohabiter avec Mhm. celle de novembre. En revanche, comme on est vraiment dans une logique de production raisonnée et qu'on souhaite ne pas surstocker et surtout produire en fonction de notre communauté pour pas être dans une surproduction, parfois vous avez des vêtements qui sont sold out assez rapidement. Donc, soit on a une demande très forte de la communauté pour que le vêtement revienne, et dans ce cas-là, on va pouvoir avoir de nouveau du stock matière et donc reproduire cette création que les clientes ont largement plébiscitée. Si jamais c'est pas le cas parce que le tissu, on peut pas l'avoir en si peu de temps qu'on l'aimerait ou d'autres raisons, on va pas pouvoir le reproduire et dans ce cas-là, la cliente ne pourra pas l'acquérir pendant la saison. Mais en général, les collections cohabitent quand même les unes avec les autres. C'est juste que vous avez en effet certains produits qui sont sold out assez rapidement. Ok, j'ai bien compris. Bah, j'espère en tout cas que dans dans la nouvelle collection Made in France, le bonnet rose il va revenir parce Oui, que typiquement, tu vois, c'est un très bon exemple. je l'attends. Elle n'était pas la seule, donc il va falloir. J'espère que tu t'es inscrit à l'alerte. Oui, je me suis inscrite à l'alerte, j'y vais même tous les jours, je me dis, oh, j'ai qu'à où l'alerte m'oublie. Mais Parce que je le trouve vraiment trop trop beau. ouais, il est très chouette et puis c'est amusant que t'en parles parce que c'est vrai que c'est un bonnet. Donc quand on l'a pensé avec la team accessoires, on avait le rose, le gris, le vert et puis on a eu un gros coup de cœur pour le rose, mais on s'est dit bon, on va y aller à tâtons parce que rose ça reste quand même une couleur atypique. Tout le monde ne porte pas du rose. C'est vrai que dans la rue on voit quand même plus des manteaux bleu marine, gris, noir. Et en fait c'est génial, il y a eu un succès exceptionnel pour ce bonnet. Et donc ça, c'est par exemple, tu fais bien de mettre le doigt dessus, c'est un produit qui va revenir là dès dimanche d'ailleurs, en pré-collection, parce que du coup, il faut le temps de le reproduire, en précommande, excuse-moi, parce qu'il faut le temps de le reproduire. Mais voilà, en l'occurrence, vous allez pouvoir vous... J'en ai pas besoin tout de suite, sachant qu'on est confiné et que je sors pas des masses, Oui, mais c'est l'avantage. C'est vrai que c'est l'avantage. Mais c'est vrai qu'on sera ravis de pouvoir sortir avec notre bonnet rose pour mettre un ouais. peu de gaieté dans la rue. Ouais, mais il est vraiment trop trop beau. Et du coup, pour en revenir au mouton, pourquoi ce nom Balzac et pourquoi par exemple pas Sartre ou que sais-je? T'as une petite anecdote à ce sujet? Bien sûr. Alors, on cherchait avec ma petite sœur Gwendoline un nom pour la marque Balzac Paris quand on l'a créée en 2011. Et en fait, on a découvert un texte qu'avait écrit Honoré de Balzac, qui est un traité de la vie élégante qu'il a rédigé en 1830, dans lequel il conseille les hommes sur comment porter le nœud papillon. Donc, ça nous a tout de suite fait écho à notre marque, qui à l'époque était une marque de nœud pape, et puis à la fabrication française, sur mesure, avec un beau savoir-faire. Donc, d'où le fait qu'on ait appelé cette marque Balzac Paris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Honoré de Balzac avait vraiment un attrait très fort pour la mode
il rédigeait fréquemment dans un journal de l'époque des notes sur justement comment on se veut dire quand on est un homme, etc. Et donc voilà, ça fait sens parce qu'on est une marque donc de mode avec des produits, comme tu le dis, parfois fabriqués en France et puis un beau savoir-faire. Ok, oui, bah du coup, ça tombe sous le sens. C'est vrai que l'idée du nœud papillon, c'est super sympa. Et du coup, toi, tu es cofondatrice, du coup, comme tu nous le disais, avec Victorien et Charles. Voilà. Et du coup, je pense que ton rôle, il a évolué depuis 2011. Donc aujourd'hui, toi, en tant que cofondatrice, c'est quoi ton rôle et par exemple, bah, ta journée type? Alors oui, nos rôles ont évolué, c'est sûr, parce qu'avec Charles, quand on s'est lancé... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Charles et moi, on est dans l'opérationnel, et Victorien, il a un travail à côté, et donc il est vraiment dans une réflexion plus stratégique avec nous, mais il est très présent dans l'aventure quand même. Mais c'est vrai que quand on s'est lancé à plein temps avec Charles dans l'aventure Balzac, on était multicasquettes, si tu veux, on était facteur, styliste, communicant... enfin, livreur et j'en passe. On avait tous les métiers à la fois. Et puis, c'est vrai qu'au fil des ans, on a pu se staffer. Et ça, c'est exceptionnel parce que tu Mhm. trouves de personnes qui sont meilleures que toi, parce que tu ne peux pas tout faire. Et donc, aujourd'hui, mon rôle chez Balzac, c'est vraiment celui de directrice artistique et communication, dans le sens où je donne vraiment le ton pour les collections, mais aussi ce que je veux, comment je veux les raconter. Donc, je travaille main dans la main avec l'équipe style, mais aussi l'équipe marketing. Ok. Et justement, du coup, au niveau de l'équipe style, ça se passe comment, la création? Comment vous créez les nouveaux modèles de vêtements? Alors, on a un process assez ficelé. Donc, en fait, au début de chaque saison, je donne une thématique à la team style. Donc, en l'occurrence, Maria Rosa, c'est notre coordinatrice de style. Donc, c'est la manager des stylistes, par exemple. Et donc, je discute avec elle d'une thématique et en fonction de ce que je leur ai raconté, elles l'interprètent, elles se retrouvent entre elles pendant 3 semaines, elles vont voir des musées, elles vont voir des films, elles ouvrent des bouquins, enfin, elles font 1000 actions qui font que ça va les inspirer pour cette thématique. Et puis, elles reviennent vers moi en me disant, bah voilà ce que ça nous a évoqué. Est-ce que toi aussi ça te parle? Est-ce que tu as envie qu'on aille dans cette direction-là? Donc on brainstorm, on revoit, on ajuste. Et puis une fois qu'on est d'accord, elles font une présentation globale qui va s'adresser à la fois au market, au service client, finalement à toute l'équipe Balzac Paris, pour que chacun puisse comprendre vers où on va pour les prochaines collections. Et quand elles ont bien défini cette thématique, ça leur permet ensuite de pouvoir affiner leurs recherches au moment de réaliser les dessins. Donc là, elles vont faire des recherches de tissus, elles vont commencer à dessiner les produits, à faire des recherches de couleurs aussi. Cette thématique, c'est quel tissu? Cette thématique, c'est quelle couleur? Enfin, il y a plein de questions à se poser. Et ensuite, elle me présente les dessins. Et là, on valide ensemble, oui ou non, les modèles. Et une fois qu'on a validé tout ça, ça revient dans les mains des modélistes. Et là, les modélistes, elles peuvent commencer à développer le patron, la toile, partir éventuellement de carcasses existantes. Donc là, c'est des carcasses qu'on a déjà développées, par exemple une robe, et elles peuvent partir de cette robe-là pour en développer une autre. Et là, s'ensuit des échanges avec nos usines pour ensuite développer les têtes de série, etc., etc. Et là, une fois que tous les produits ont été développés, on a un événement qui s'appelle les Sample Review. Et là, c'est des réunions pendant lesquelles on voit visuellement tous les produits en live avec essayage à la clé. Et comme ça nous permet de voir la cohérence de collection, de voir si on est à l'aise avec les imprimés, si on est à l'aise avec les modèles. Et là, c'est un peu le verdict final où on valide oui ou non les modèles pour les collections à venir. Ok, ouais, effectivement, un processus super ficelé. Et comme tu dis, c'est toi qui donne l'impulsion artistique. Et tu nous disais en intro que tu avais un profil plutôt littéraire. Et la façon dont tu décris tout ce processus, on le ressent vachement. Comment vous avez trouvé vos fournisseurs de matières premières et ensuite vos fabricants? Parce que tu nous disais que bah, vous étiez vachement attaché à une production assez éco-responsable, voilà. Donc bah, du coup, comment ça se passe pour le choix des matières premières et des fabricants pour rester bah, en phase avec cette volonté éco-responsable? Ouais, bien sûr, c'est une question intéressante. Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Charles, on s'est lancé dans l'aventure Balzac à temps plein. On était tous les deux autodidactes, donc ça a été une
une recherche un peu compliquée de fournisseurs qui voudraient bien bosser pour la petite marque Balzac Paris inconnue au bataillon. Donc, il a fallu aller toquer à certaines portes. Au début, on faisait surtout de la fabrication française à Paris. Et puis, assez vite, on s'est envolé au Portugal parce qu'on a eu le nom d'un agent qui s'appelle Anna et qui aujourd'hui fait partie intégrante de l'équipe Balzac Paris, qui nous a fait visiter des usines en adéquation avec nos valeurs, qui on voulait être, mais surtout notre business model, parce que je te le disais au début de l'entretien, mais on a quand même un business model un peu différent, puisqu'on fabrique tous les mois en édition limitée, contrairement à des marques de prêt-à-porter qui, elles, ont fabriqué très en amont des lancements de leur collection et dans des quantités assez délirantes, parce qu'elles ont des boutiques, parce qu'elles ont des sites internet, etc., etc. Et donc, il a fallu aller taper dans la main de ces usines, qu'elles soient d'accord avec le fait de produire moins, parce que parfois on produit en très petite quantité, et qu'elles aient une forte agilité, parce que si le produit fonctionnait, par exemple comme le bonnet rose, il faut qu'elles puissent se dire, bah tiens, je vais reproduire ce bonnet dans un temps assez court, rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc ça a été des discussions vraiment intéressantes, parce qu'il a fallu faire évoluer les mentalités aussi. Et donc ça, les partenaires qui nous ont tapé dans la main à l'époque au Portugal et ailleurs, c'est des partenaires qui sont aujourd'hui encore présents dans notre parc fournisseur. Et on a construit vraiment une relation de confiance avec eux, parce qu'ils nous ont fait confiance à l'époque et parce qu'ils nous ont permis de grandir. Et donc aujourd'hui, nous, ce qui est génial, c'est que on les fait grandir aussi, parce que Balzac a grandi, Balzac a de la croissance, et donc on participe aussi activement à ce que ces usines se développent. Donc voilà, donc aujourd'hui on a une équipe avec Marie-Emmanuelle, qui est la directrice de collection et la directrice RSE, qui est composée de chefs de produits. Et en fait, cette équipe, son quotidien, c'est d'aller à la recherche de nouveaux fournisseurs qui peuvent répondre justement à notre cahier des charges de Balzac, c'est une marque responsable et donc il faut pouvoir répondre à un cahier des charges précis. Et en fonction de ça, elles vont trouver des usines en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, parce qu'on ne souhaite pas dépasser les frontières de l'Europe. Très bien, oui, ça semble logique dans votre vision de l'entreprise. Donc, du coup, voilà un petit peu comment on trouve nos fournisseurs. On trouve nos fournisseurs chez Balzac Paris. Après, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que comme on a une notoriété, il y a beaucoup de fournisseurs qui viennent nous contacter directement. Donc, ça fait parfois de très belles rencontres. Il n'y a pas longtemps, on a lancé le projet Fabrication française avec Tricolore, avec la réindustrialisation de la filière laine, avec des pulls qui sont confectionnés à moins de 1800 km. Donc, c'est des projets qui nous tiennent à cœur, qui font vraiment sens avec qui on est et qui on veut être. Et on souhaite de plus en plus s'orienter vers ce type de projet. Et justement, par rapport à cette collection 100% fabriquée en France, c'était plus une demande de la part de votre clientèle ou vous, une réelle envie d'engager encore plus la marque dans cette démarche responsable, que ce soit en environnemental et social? Alors, je dirais que c'est une démarche en interne parce que c'est plus le fabriqué en France, finalement, on est vraiment depuis la première heure euh, fervent défenseur de cette chaîne réindustrialisée en France. Donc, on fait partie du projet depuis l'année dernière. Et donc, c'est vraiment des convictions fortes en interne. En revanche, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que tout le monde a en tête la crise du Covid qui nous touche de plein fouet. Et c'est vrai qu'avec cette crise, on a fait, et le consommateur de manière générale a fait, un bond en avant sur sa manière de consommer. Il a vraiment gagné 5 ans sur je suis un client qui peut prendre conscience de ses actes, de ce qu'il achète, et donc je dois mieux consommer. Et ça, en fait, ça fait sens avec cette notion de fabrication française. La cliente, elle a été beaucoup plus sensibilisée à cette démarche, elle a été hyper enthousiaste lors du lancement, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il a envie de mieux consommer. Donc je dirais que c'est évidemment une conviction en interne, parce qu'on a envie de fabriquer français, parce qu'on a envie de fabriquer en Europe, et donc on ira toujours plus loin dans cette dynamique, mais ça tombe vraiment à pic avec ce que le consommateur a envie de consommer aujourd'hui. Oui, c'est sûr, je pense que ça résonne d'autant plus dans les consommateurs. Ouais, Ouais, exact. tout à fait.
Et du coup, une fois que vous avez choisi les modèles, que les modèles ont été fabriqués, pour toi, c'est quoi le petit plus qui rend vos produits uniques et identifiables en tant que pièce Balzac Paris? Alors, je pense que déjà, ce qui le rend, enfin, le vrai plus, c'est sa dynamique responsable. On est vraiment dans une démarche à 600% sur le TPR, ce qu'on appelle le toujours plus responsable. Donc, l'avantage, c'est quand vous achetez un produit Balzac Paris, vous savez que derrière, il y a eu une recherche sur comment rendre ce produit toujours meilleur. Donc, ça, c'est vraiment un vrai plus, je pense, en tant que consommateur, de se dire que bah, on fait attention à sa planète, on fait attention à sa santé. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais en tout cas, en achetant Balzac, on s'engage en tant que consommateur. Donc ça, c'est un élément différenciant. Après, sur le point de vue visuel, si tu veux, on a vraiment en tête qu'il faut que le produit soit désirable. Et on a tendance à dire d'ailleurs que c'est vraiment le responsable au service du désirable parce que en tant que femme, ce qui nous donne envie de cliquer sur un produit dans un premier temps, c'est son visuel, c'est son imprimé. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde de près. Et chez Balzac Paris, on est vraiment très à l'écoute de nos consommatrices. Donc ce qui fera aussi la différence, c'est que bien souvent, vous aurez presque participé au processus créatif de la marque parce que on vous aura questionné sur ce sac César que vous aimez tant, vous voulez le voir revenir, dans quelle couleur, en doré, en léopard. Et en fonction de vos demandes, les produits vont être réalisés, confectionnés. Donc ça, c'est génial parce que vous êtes des clientes actrices et donc vous avez presque pénétré les coulisses de la marque et participé au processus créatif de celle-ci. Donc je pense que ça, c'est vraiment un deuxième élément différenciant. Et puis après, on reconnaît la patte Balzac Paris parce que on a des imprimés forts qui sont des imprimés qui sont reconnaissables. Et on a des styles aussi avec des looks vintage pour les blouses, des codes de l'enfance, je t'en parlais tout à l'heure, mais revisités pour le vestiaire de la femme. Je pense notamment à notre chaussure Rosie, qui est la petite Salomé, donc c'est la sandale de notre enfance, qui a été revisitée et qui est montée sur un talon en gomme. Aujourd'hui, c'est vraiment un produit phare chez Balzac Paris et c'est un énorme succès de la marque. Et ça, c'est pas un produit de mode parce que il n'y a pas vraiment de tendance qui remettent la Salomé au goût du jour. En revanche, c'est un produit qui est vraiment la mode selon Balzac Paris. Et ça, c'est important de le préciser parce que c'est intéressant de voir que chez Balzac, les clientes sont capables d'adopter nos codes et d'en faire des succès parce que ces codes représentent vraiment qui on est et l'ADN de la marque. Et donc, elles sont fières que ces vêtements soient reconnaissables parce qu'elles portent du Balzac et parce qu'elles-mêmes, elles sont sensibles à nos valeurs et ça correspond aussi à leur philosophie de vie. Donc, tu as des produits comme le sac César, la sandale Rosie dont je viens de te parler, la basket Honoré par exemple. Ce sont des produits visuellement forts qui sont vraiment connotés et qui sont des gros succès aujourd'hui chez Balzac Paris. Mhm. Oui, c'est vrai que j'avais déjà vu, moi, la paire de sandales. Enfin, Oui, ouais, ouais. pour que les gens, s'ils savent pas de quoi on parle, c'est vraiment la chaussure d'enfant fermée avec juste les petits trous Exactement. avant la boucle. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un peu pas perturbant quand même, mais Non, mais tu vois ce que genre on se dit ah là là, ouais, c'est étrange, mais au final, quand tu les vois porter, on voit clairement que c'est vrai que c'est un accessoire mode à fond et c'est vrai que c'est hyper Balzac quoi quand on les voit. Ouais, et puis souvent, Ouais. les gens, tu sais, quand ils arrivent en interne chez Balzac, ils voient cette chaussure, on leur dit donc ça, c'est un succès de la marque, c'est vraiment un produit qui fonctionne très bien. Ils regardent la chaussure un peu de travers, bon, d'accord, très bien, je ne vois pas pourquoi ça fonctionne, mais pourquoi pas. Et puis en fait, quelques mois plus tard, bah, ils finissent par l'acheter parce que ils adhèrent aussi au style Balzac, à qui on est, à nos valeurs, donc c'est amusant. C'est vraiment une chaussure qui est assez représentative parce que, comme tu dis, visuellement, elle peut être un peu étonnante et en fait, tu peux devenir très sensible à son style. Mhm. Ouais, c'est comme ça arrive souvent ça où des choses que tu vois qui tu es là ouais ouais mais tu le vois porter et Ah oui, c'est toute ça. la différence. Mon père me disait toujours ne jamais dire jamais. Et c'est une réalité parce que parfois tu te dis non mais ça mais jamais je le Mm. ferai, c'est sûr. Et puis en fait quelques mois plus tard, victime de la mode, tu te retrouves avec cette chose sur le dos. Oui, ça m'a un peu fait ça moi avec le motif là c'est quoi pied de poule, c'est ça? Ouais, Au début pareil, pour moi c'était ma grand-mère qui mettait des trucs comme ça et là on voit tellement que ça que ouais, tu finis par ouais, dire ah c'est ouais en fait j'aime bien. ça, ouais, ça c'est sûr.
OK, super, super intéressant tout ce que tu nous as partagé et au lancement de la marque, du coup, pourquoi vous êtes lancés, uniquement, sur le digital? Oui, tout à fait. Bah, Oui? Du coup, c'était, pourquoi ce choix? bah, c'est plus simple en fait, si tu veux, quand tu te lances, c'est beaucoup plus simple de te lancer sur le digital, de lancer un site internet. Moi, j'avais quelques ficelles avec mon ancien métier de community manager pour faire éclore Balzac Paris sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, parce qu'à l'époque, Facebook avait quand même encore beaucoup le vent en poupe. Donc, euh, donc tu vois, c'était pour nous plus facile en fait de se lancer sur le digital et d'essayer de se faire connaître et de percer que d'aller ouvrir une boutique qui déjà demande beaucoup de fonds, beaucoup d'investissement, un staff aussi parce que tu dois staffer ta team de vendeurs. Donc le digital, c'était quelque part, j'ai pas envie de dire la facilité parce qu'il faut quand même créer un site, il faut se faire un peu violence pour reprendre des codes pour que la navigation soit agréable et puis aussi avoir une image de marque sympa pour que tu sois visible sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout, pour nous, ça a été beaucoup plus simple de se lancer en 100% digital qu'en physique au début. OK et du coup, bah, nous, notre podcast, c'est quand même pas mal centré sur le e-commerce. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des étapes clés, du lancement, donc du choix, de la solution e-commerce, par rapport aussi au paiement, à la livraison? Donc pour toi, c'était quoi vraiment les éléments clés, auxquels il faut penser, absolument, on va dire, à la création, d'un site? Donc si jamais, bah, il y a des entrepreneurs, ou des gens qui veulent se lancer en e-commerce, Ouais. pourquoi pas les guider un peu là-dedans? Mais écoute, j'espère que ça vous guidera un petit peu. Je vais essayer de répondre au mieux. Nous, à l'origine, on s'est lancé sur un WordPress, tu vois. Donc, c'était vraiment une solution, disons, de débutants. Et puis, en 2016, on a migré vers Magento. Et donc là, ça a été de longs questionnements pour Charles Victor et moi-même, justement de aller sur Magento, oui, non, plutôt Shopify, plutôt PrestaShop, parce que c'était déjà les trois gros acteurs du moment à l'époque. Mmh. Et donc là, on a rencontré pas mal d'acteurs qui nous ont un peu chacun donné leurs inputs. Et finalement, on a un peu foncé tête baissée vers Magento. Et aujourd'hui, on se dit que on a peut-être été un peu trop rapide dans notre choix parce que Magento, c'est une machine de guerre. Et comme fallait migrer de Magento parce que la version sur laquelle on était n'allait plus être OK, il fallait migrer vers la nouvelle version de Magento. C'était pile le bon moment pour se poser la question de savoir si jamais on faisait une nouvelle migration. Et donc là, aujourd'hui, depuis septembre d'ailleurs, on a un nouveau site tout beau, tout neuf, qui est sur Shopify. Faire un nouveau site, quoi qu'il arrive, c'est une machine de guerre, ça prend du temps, il faut penser à tout. On sait que qu'on lance le site, il va forcément avoir des ajustements. Donc, c'est beaucoup de temps, c'est de l'argent aussi, parfois beaucoup d'argent. Et pour les équipes, c'est un vrai, vrai projet, un vrai gros projet qui demande beaucoup d'énergie. Mmh. Et du coup, tu nous parlais que vous êtes accompagné par une agence. Oui. Du coup, comment ça se passe, et par rapport, enfin, est-ce que si vous avez une idée, vous leur en parlez, ils la mettent en place? Est-ce qu'eux aussi, ils viennent vers vous pour vous donner des idées, pour vous aider à améliorer tout ça? Ou, ou est-ce que vous pouvez mettre en place, aussi, des choses, de votre côté? Enfin, comment ça se passe un peu la relation avec, une agence comme ça? Alors nous, du coup, pour le lancement du nouveau site sur Shopify, on avait deux agences qui ont bossé ensemble main dans la main. Une qui était consacrée au design du site, donc vraiment le développement du site d'un point de vue design, et une autre agence qui était, elle, concentrée sur l'aspect technique du site. Donc, dans un premier temps, tu échanges énormément avec cette agence qui est consacrée au design, mais il faut évidemment que cette agence qui soit dédiée au design, elle puisse main dans la main penser les choses avec l'équipe technique pour que le projet soit réalisable et que si tu veux, quand tu commences à passer à l'étape technique, tu te retrouves pas avec un mur te disant bah non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, et du coup tes maquettes elles ressemblent plus du tout à ce que tu as validé. Donc ça c'est important vraiment que tes équipes puissent être en relation et en discussion. Et aujourd'hui, si tu veux, quand on a des évolutions techniques à faire, on a Laura May qui est en interne chez nous et qui est responsable e-commerce, qui est en lien avec ses équipes au quotidien afin de remonter éventuellement des bugs, mais aussi des améliorations. Et donc là, elle priorise ses tickets.
en fonction des priorités de Balzac, des priorités par rapport aux équipes aussi, parce que la logistique a des demandes, le marketing a des demandes, etc., etc. Donc il faut prioriser tout ça. Et puis ensuite, elle travaille main dans la main avec l'agence afin de faire évoluer ses demandes. Et donc, chaque mois, elle a un budget dédié à ses évolutions. Et donc, elle va aussi gérer un peu ses demandes en fonction du budget qui lui est alloué chaque mois pour l'évolution du site Balzac Paris. Ok, ouais, du coup, ces évolutions, est-ce que c'est un peu les apps qu'on peut mettre grâce à Shopify ou pas du tout? Ouais, ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. Donc là, on a parlé un peu des trucs qui allaient bien, même si tu as eu deux, trois couacs que tu nous disais, c'est pour ça que vous avez migré. Mais on sait bien que la vie d'un entrepreneur, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc, ça a été quoi un peu les difficultés que vous avez rencontrées à la création du site ou de la marque? Et surtout, comment vous y avez fait face? La création du site, je dirais, c'est se faire accompagner des bonnes personnes, de la bonne agence. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut vraiment être très regardant et aller prendre des références à droite à gauche. Si jamais vous avez visualisé des marques qui bossent avec telle ou telle agence, allez les questionner, prenez le temps de le faire. Ça paraît un peu chronophage, mais en vrai, ça vous permettra de bien choisir votre agence. Donc, si vous décidez de passer par une agence externe pour le développement de votre site internet, je vous conseille vraiment la prise de référence parce que nous, pour une agence notamment, on l'avait peut-être pas suffisamment fait et la collaboration n'a pas été toujours très agréable et parfois un peu laborieuse, comme je vous ai dit. Donc ça, j'insiste bien là-dessus parce que finalement, quand on est un e-commerçant et que le digital, c'est notre principal moyen de proposer la marque, évidemment, il faut être très regardant sur tous ces sujets. Donc ça, je dirais que c'est une priorité. Après, les difficultés lors de la création de Balzac Paris, mais là, tu me parles plus d'un point de vue e-commerce. Ça peut être e-commerce, mais également plus global. Je pense qu'une question à se poser aussi, mais ça on en a déjà un petit peu discuté, c'est quoi mon cœur de métier? Est-ce que aujourd'hui je fais des vêtements et j'ai décidé de faire des vêtements en proposant un service online qui soit exceptionnel et donc est-ce que je me fais accompagner d'une agence? Est-ce que je me fais accompagner d'une équipe en interne? On sait qu'aujourd'hui les équipes en interne de bons développeurs, etc., c'est super, mais c'est aussi parfois difficile à constituer. C'est des équipes qui coûtent cher, c'est des équipes qui sont un peu volatiles aussi, qu'il faut nourrir aussi avec des projets au quotidien. Donc ça, c'est des questions aussi qu'il faut peut-être vous poser, je pense, au moment de la création de votre entreprise. Nous, c'est des questions qu'on s'est posées. On a interrogé pas mal de gens aussi sur la meilleure attitude à adopter. Aujourd'hui, on a décidé de passer par des agences externes, mais peut-être que demain, on pourra aussi constituer une team en interne. Ça me semble aussi une option à envisager. Après, d'un point de vue plus global, quand on s'est lancé, si tu veux, avec Charles et Victor sur le projet Balzac, comme je te disais, on était autodidacte. Donc, il faut se faire une place sur un marché qui est ultra concurrentiel. Et pour ça, il faut trouver l'élément différenciant. Tu m'en parlais tout à l'heure, tu me disais qu'est-ce qui vous différencie chez Balzac Paris. Aujourd'hui, je te demande de me citer des marques de mode, tu peux m'en citer à l'appel, il y en existe énormément. Et donc, il faut tirer son épingle du jeu. Et pour tirer son épingle du jeu, il faut toujours être fidèle à ses valeurs, il faut les écrire. Et une fois que tu as écrit tes valeurs, il faut se dire, voilà, je vais être juste intransigeant sur ces points. Mes valeurs, c'est ça. Il faut que les personnes qui me rejoignent en interne, elles soient fidèles à ces valeurs, qu'elles puissent travailler au quotidien avec en tête ces valeurs, parce que ça aussi, ça peut être problématique quand en interne, tu as des personnes qui finalement n'adhèrent pas nécessairement à tes valeurs ou alors les mettent pas forcément en pratique. Nous, ça nous est pas arrivé chez Balzac Paris, mais on est très regardant à qui on recrute chez Balzac. Est-ce que bien souvent finalement c'est des candidatures spontanées parce que c'est des personnes qui sont déjà sensibilisées à l'ADN de marque, à qui on est, à là où on veut aller. Et donc il faut quand on lance son entreprise prendre le temps d'écrire qui on est, qui on veut être et quelles sont nos valeurs. Et ça, je dirais que c'est pas des difficultés qu'on a rencontrées, mais c'est un exercice qui quand même est difficile. Ok, super bien répondu à la question. Et c'est vrai que en premier, tu parlais de s'entourer des bonnes personnes. Et c'est quelque chose qui revient à chaque fois que je pose cette question. Voilà, toujours en premier, tout le monde dit s'entourer des bonnes personnes, des personnes bienveillantes, etc.
C'est clair, c'est hyper important. Il faut en tout cas avoir une team qui, qui est en phase avec le projet. Et nous, c'est vrai que chez Balzac, si tu veux, on est un projet. Alors maintenant, on grossit, on est plus de 40, mais on a une vraie philosophie, nous, en tant que fondateurs, d'entrepreneurs. Et on a des profils d'intrapreneurs chez Balzac. Et ça, c'est exceptionnel parce que c'est des gens qui foncent, qui ont en tête les chiffres, les objectifs de l'entreprise, et donc qui font évidemment leur mission au quotidien, mais qui vont plus loin que justement leurs tâches quotidiennes, et qui pensent objectifs, qui pensent comment les atteindre, qui vont échanger avec les autres équipes si jamais ils ont des idées. Et donc ça passe par bien recruter, bien s'entourer, mais à commencer par bien s'entourer quand on veut s'associer, parce que finalement ça c'est aussi la clé d'une entreprise qui sera sereine, une bonne association, parce qu'elle va donner le ton pour la suite. Exactement, je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu dis. Du coup, à l'heure où on tourne, là, nous, on est le 20 novembre, on est en plein milieu de ce second confinement, donc c'est aussi important d'en parler parce que ça quand même prend une place assez importante depuis plusieurs mois dans nos vies. Donc vous, chez Balzac, comment vous vous êtes organisé pour le premier confinement et pour ce deuxième confinement, un petit peu? Alors, pour le premier confinement, on est tous partis en télétravail, à droite, à gauche, en fonction des personnes qui voulaient oui ou non rester à Paris. Honnêtement, ça a été assez fluide, on s'est tout de suite très bien fait. Alors, au confinement, je sais pas, parce que ça, c'est encore un autre débat, mais en tout cas, au fait de travailler à distance et de se mettre en visio, d'échanger par mail, par téléphone. On a appris, nous aussi, avec Charles et Vic, en tant que fondateurs, à manager nos équipes à distance, à les rassurer aussi, parce que pour nous, c'était un exercice nouveau. Et on n'a pas toujours été parfait, mais on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Et ce surtout sur quoi on a évolué, et on s'est rendu compte que c'était la clé d'une entreprise qui pouvait bien fonctionner en confinement, c'est de bien communiquer auprès des équipes, parce qu'en fait, au début, toi, en tant que fondateur, tu es un peu dans le jus, tu es en train d'essayer de comprendre comment tu vas mettre les choses en place, comment tu vas faire pour justement arriver à vendre correctement tes collections. Il y a plein de questions qui se bousculent dans ton esprit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui travaillent chez Balzac au quotidien et qui elles-mêmes ont des questions et qui elles-mêmes ont parfois des stress. Donc je pense que on a beaucoup appris sur comment mieux communiquer. On a fait attention à appeler chaque personne, à ce que les managers puissent mettre en place des one-one aussi avec leur team. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop mauvais, mais on a appris comme tout le monde à se faire à cette situation, et à essayer de mieux manager le possible. Euh, Dès septembre, en fait, on a mis en place chez Balzac Paris un groupe A, un groupe B, avec le groupe A qui ne rencontrait jamais le groupe B. Donc, si tu veux, c'était 2 jours par semaine chez Balzac, 3 jours chez soi, 3 jours chez Balzac, 2 jours chez soi. Donc, ça changeait toutes les semaines, ce qui fait qu'en fait, tu rencontrais jamais les personnes du groupe B et les personnes du groupe A. Si jamais il y avait un cluster en groupe A, bah, au moins, il n'y en avait pas en groupe B. Enfin, vous m'avez suivi. Et donc, en octobre, quand on a été reconfiné, on avait déjà plus ou moins cette habitude, en fait, de travailler ainsi et de pas forcément se voir. Donc, ça a été hyper facile. Après, il y a des personnes qui vont encore au bureau. Je pense aux filles du produit, parce qu'elles ont besoin de toucher les produits, de les Mhm. recevoir, de déballer les paquets, de pouvoir essayer aussi. Les modélistes, elles ont besoin de prendre leurs mesures. Et c'est pas toujours évident de le faire chez soi. Donc, on tourne chez Balzac avec un tableau où chacun écrit je viens pas. Comme ça, on évite qu'il y ait trop de monde au bureau. Et puis, on est très au fait aussi des gestes barrières, comme vous, comme tout le monde d'ailleurs aujourd'hui. Donc, on est capable, je pense, de travailler en temps de Covid, même si on a hâte que ça se finisse. Oui, c'est clair. Et au niveau du site, ça a changé quelque chose? Est-ce que vous avez une augmentation du trafic ou des ventes? Alors, nous, on est vraiment on est ravis, parce que on est toujours en phase avec nos objectifs, voire au-dessus de nos objectifs. Je pense que c'est aussi rapport à ce dont on discutait tout à l'heure, à la notion Mm. de
client qui a été sensibilisé à tous ces Ouais. projets RSE, à toutes ces Mhm. notions de fabrication française, d'avoir envie aussi de réindustrialiser des filières au sein de la France, parce qu'on était à l'époque un vrai pays de savoir-faire et qu'on a un peu perdu ça et qu'aujourd'hui on a envie de retrouver ça. Et donc, comme chez Balzac, on a à cœur de proposer à nos clientes de la confection française avec un beau savoir-faire, mais aussi européenne, etc., etc. Les clientes se tournent naturellement vers nous. Et donc, ça, c'est une chance de se dire qu'elles ont, comme je te le disais, fait un bond en avant et qu'aujourd'hui, ça fait vraiment écho à comment elles veulent consommer aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui, on est très bien, on est très en phase avec nos BP et tout va bien pour Balzac. Au top. Et du coup, ça sera quoi vos challenges? Enfin, c'est quoi votre challenge actuel, on va dire, et surtout pour 2021? Nos challenges pour 2021, c'est une ouverture de boutique. Donc là, je te donne. Ah! On avait pour objectif de l'ouvrir un peu plus tôt, courant 2021. Ouais, on va être en 2021. Et en fait, ça sera très certainement début de l'année prochaine, donc 2021, vers septembre, octobre. Et voilà, là, c'est notre gros challenge du moment. Bon, je te laisse imaginer que c'est pas le plus simple pour visiter les boutiques et tout. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on en a vraiment beaucoup vu en septembre et qu'il y a des opportunités avec justement le Covid. On a des nouvelles boutiques qui nous sont proposées. Donc, on aura peut-être d'autres opportunités quand on sera déconfiné à aller visiter. Donc voilà, c'est notre challenge, c'est d'ouvrir une boutique, mais qui soit un vrai lieu de vie, qui soit un lieu de destination, où les gens peuvent venir découvrir qui on est, où elles peuvent venir s'imprégner aussi de la culture de l'entreprise, découvrir, toucher nos produits, mais plus que ça, vivre une vraie expérience responsable. Donc ça va être une boutique avec une vraie dimension responsable. Donc c'est un beau challenge, on est hyper motivés. On a toute une équipe dédiée qui travaille sur le projet et qui est bourrée d'idées. Donc on a vraiment hâte que ça prenne forme. Du coup, ça sera un peu. Du coup, il y aura une seule boutique, j'imagine, à Paris. Oui. Et ce sera un peu comme ouais, un showroom, c'est ça? Un peu? Alors, Pas vraiment. vous pourrez acheter les vêtements Balzac, il y aura les collections Mhm. qui seront proposées, mais vous pourrez aussi discuter avec les ambassadeurs de la marque qui pourront vous raconter les matières, qui pourront vous raconter pourquoi ce produit est mieux qu'un autre, pourquoi on économise du bilan carbone. En fait, on a tellement de choses à vous raconter et en fait, on est noyé d'informations sur les réseaux sociaux, on reçoit beaucoup de news aussi chacun au quotidien, que je pense que la meilleure manière d'absorber un univers de marque et de pouvoir euh, voir si jamais il est fidèle avec qui on veut être en tant que consommateur, c'est de se rendre en boutique et de discuter avec les personnes en interne de chez Balzac Paris. Donc ce sera vraiment une boutique où vous pourrez acheter les vêtements, mais ce sera aussi un lieu d'échange. Mhm. Oui, je pense que ça pourra encore plus créer un attachement fort à la marque. Ouais, j'espère. En tout cas, merci beaucoup, Chrysoline, pour tout ce que tu viens de nous partager. Est-ce que tu as quelque chose, je vais te laisser le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on s'est déjà dit? Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'espère que que je vous ai apporté des réponses. En tout cas, si jamais vous avez des questions, sachez que je suis sur LinkedIn et j'essaye de répondre au mieux à toutes les questions. On a aussi l'équipe Balzac Paris du service client qui est dédiée à vous répondre au quotidien et sur Instagram. Donc surtout, sachez qu'on vous place vraiment au cœur de nos actions. Donc vous pouvez nous poser vos questions, on vous répondra dans les meilleurs délais. Et puis, petit exclu aussi, en janvier, on va sortir une collection homeware. Je pense que le propos est approprié à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça va être une super collection, hyper responsable parce que on passe plus d'un tiers de sa vie en pyjama, messieurs, dames. Donc, il est temps d'avoir des pyjamas qui soient bons pour la planète et bons pour sa santé. Eh ben, super, j'ai hâte de voir ça. On a hâte de vous le faire découvrir. Et puis, un grand merci en tout cas pour ce moment d'échange. C'était très chouette. Bah, merci à toi et à très bientôt. Au Ouais, revoir. à bientôt. Au revoir.
J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.